Et merci beaucoup pour cette introduction. Merci de l'invitation. En fait, c'est au final, c'est une opportunité peu fréquente en tant que directeur d'un assez gros laboratoire d'avoir des occasions plutôt de présenter son travail de recherche, ses envies scientifiques plutôt que le travail des autres et la philosophie dans le laboratoire. Et donc merci pour ça. Donc effectivement, ces derniers temps, j'ai passé peut-être plus de temps avec cette casquette de directeur que de chercheur. Donc j'espère que la présentation ne se ressentira pas trop. Mais du coup, au moment de choisir de quoi parler, de quoi présenter, j'avais choisi un titre assez large. Je pouvais soit partir sur des choses peut-être plus abouties, mais effectuées principalement par des doctorants ou des postdoctorants. Ça a été notamment une partie du travail qu'a listé vient d'être listé. Mais donc c'était des travaux plus interdisciplinaires avec les neurosciences ou les informaticiens. Mais j'ai choisi des choses peut-être plus centrées sur mes interrogations propres, plus anciennes, et peut-être qui auront un écho plus fort avec certains des collègues du Modico. Donc le résultat, c'est que c'est plutôt des travaux, on va dire, en cours. Alors, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été publiées et qui, on va dire, c'est une occasion de revenir dessus et de voir comment on pourrait approfondir et poursuivre. Et d'autres choses qui sont plutôt en cours de démarrage, même si c'est depuis un certain temps. Voilà. Donc, de ce fait-là, tout ce qui est, en fait, les sujets ont été choisis, encore une fois, parce que ça peut être des pistes, je pense, de discussion avec vous. Et donc, il demande qu'à être poursuivi. Et pour ça, votre feedback en fin de séance me sera précieux. Voilà. Donc, analyse des quantitatifs des énoncés conversationnels. Hop. Donc, je vais juste commencer par faire une espèce de petit préliminaire où j'essaie de me positionner, de positionner mon cheminement pour les études que je vais présenter ensuite, même si ça va m'amener un petit peu loin des méthodos qui seront utilisés dans l'exposé. Je voulais un peu insister sur, au final, le fait qu'il y a une continuité dans mon travail avec, au final, un ancrage théorique ancien du moment de ma thèse, où je vois vraiment le travail sur le dialogue, sur la conversation. Je le considère compatible avec ce que j'ai fait dans des cadres plutôt formels de sémantique dynamique. Et je rappelle juste qu'est-ce que le sens d'un énoncé dans ce cadre. Il y a une espèce de motto où le sens d'un énoncé, pour ce type d'approche sémantique, c'est vraiment sa capacité, sa fonction de mettre à jour, d'impacter le contexte. Hein, donc sa capacité à modifier le contexte dans lequel l'énoncé est interprété. Et je trouve que c'est une position assez souple qui permet en fait, d'approcher la conversation de manière assez confiante en termes de qu'est-ce qu'on a comme modèle derrière qui peuvent fonctionner. Donc, dans le cadre de la conversation, alors ce modèle de sémantique dynamique, cette sémantique dynamique, ça fonctionne, ça a été appliqué au discours non conversationnel, bien sûr, tout d'abord, mais dans le cadre de la conversation, le contexte, il est partagé. Et ces fonctions de mise à jour, cette capacité des énoncés de venir modifier le contexte, il joue plutôt sur quelque chose qui est partagé entre les participants. Donc, on parle de common ground. Et ces fonctions de mise à jour peuvent, de mon point de vue, concerner tous les aspects de la communication. C'est pour ça que j'ai une approche qui est assez multidimensionnelle du sens, où certes, il y a le sens, on va dire, sémantique classique venu de la composition lexicale suivant l'analyse syntaxique, mais tout ce qui peut se passer dans une conversation, que ce soit les structures un petit peu plus détachées, mais la multimodalité, toutes ces choses-là ont vocation de certaine manière à véhiculer du sens au sens de la sémantique dynamique, et donc de faire de mise à jour du contexte conversationnel. Donc, de ce point de vue, je pense que ma philosophie, c'est un petit peu que les besoins communicatifs, donc les besoins d'avoir des fonctions de mise à jour du command ground, du terrain commun conversationnel, vont venir un petit peu, en quelque sorte, créer derrière ces besoins communicatifs, il va y avoir des usages linguistiques et petit à petit, des structures pourront être étudiées sur ces usages. OK. Alors, une fois que on va dire, ce positionnement un peu théorique est fait côté sémantique, au niveau méthodologique, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de faire le pont,
pour être un petit peu extrême, entre les études de cas très précises, très fines, typiquement par exemple de l'analyse conversationnelle, où on va rentrer en détail dans l'analyse de séquences conversationnelles et mettre au jour des phénomènes très fins, très intéressants. Et d'un autre côté, je l'ai mis un peu brutalement, les scores du traitement automatique de la langue, où on va attraper de manière peut-être efficace un certain nombre de phénomènes, mais on aura une vision un petit peu éloignée, on sera un petit peu éloigné des phénomènes linguistiques et des données eux-mêmes. Comment arriver à faire le pont entre ce grand écart? Il y a j'ai essayé plusieurs types d'approches, des travaux plutôt fondés sur des annotations systématiques, comme certains d'entre vous ont pu le faire aussi, c'est-à-dire entre le fait d'étudier un exemple ou une série d'exemples de manière particulièrement approfondie et simplement le fait de considérer le corpus de manière très globale, on peut essayer de rentrer dans des études en annotant systématiquement des catégories plus ou moins complexes, et ça fait un petit peu cette espèce de pont entre le tout qualitatif et de l'ultra quantitatif, on va dire. Il fait des travaux aussi où on essaye de filtrer successivement, de visualiser sur corpus les phénomènes en disant que on commence à très gros grains et petit à petit on va essayer de chercher des structures, des unités dans le corpus en les visualisant, en les sélectionnant et en petit à petit en rentrant, en se rapprochant de plus en plus des exemples en quelque sorte. Et également, même si j'en parlerai pas aujourd'hui, j'ai un peu exploré la possibilité de mettre en place des approches faiblement supervisées, donc en mettant des règles, on va dire, très simples sur la base heuristique, et d'essayer de généraliser des analyses comme ça assez surfaciques, mais en grande quantité, pour avoir un petit peu une grande couverture, tout en ayant malgré tout on va dire, une base linguistique à l'analyse. Donc, en gros, globalement, c'est une méthode plutôt issue du TAL pour étudier les unités, les structures linguistiques de la conversation. Ok. Un de mes problèmes, enfin, on va dire un de mes soucis particuliers justement pour appliquer les méthodes du traitement automatique de la langue au cas de la conversation, c'est ce que je considère être un biais, je ne suis pas le seul, il y a un biais, on va dire, de toute une panoplie d'outils traitement automatique de la langue vers la dimension écrite. Ce biais il vient de deux sources principales, enfin une source principale qui est historique. Historiquement, les modèles sous-jacents, les premiers modèles en quelque sorte computationnels qui cherchaient à analyser automatiquement de la langue, ils étaient fortement associés avec des notions assez strictes de grammaticalité et de compétences, développés plutôt sur des textes, des corpus écrits. Et le développement des ressources initiales, des outils et des ressources initiales, notamment les corpus arborés sur lesquels on peut travailler, c'était un travail extrêmement précieux mais coûteux. Et d'une certaine manière, comme on regarde seulement où c'est éclairé, la majorité du travail qui a été fait, ou une grande partie du travail qui a été effectué avec ces méthodes automatiques ensuite, il était en quelque sorte fondé, ou il utilisait de manière forte ces ressources, ces outils, on va dire, initiaux avec lesquels on avait démarré. On pourrait penser que ce biais, petit à petit, il se réduit. Alors, j'en parlerai un petit peu plus tard, puisque certains d'entre vous ont contribué à le réduire malgré tout. Mais encore aujourd'hui, et peut-être même avec les dernières méthodes, c'est encore plus vrai, on est avec des méthodes qui sont friandes de très grosses données. C'est ce qui se passe en ce moment on va dire, dans les conférences de traitement automatique de la langue. On a vraiment, on fait face vraiment à des jeux de données particulièrement massifs. Et la taille des données disponibles, si on compare ce qu'il y a à l'écrit, sachant que, évidemment, dans ce contexte-là, on parle de corpus qui sont moissonnés sur Internet ou autres, on est sur des corpus de taille, de magnitude différentes, voilà, de l'ordre du milliard de mots, alors qu'un corpus conversationnel, si on a quelques centaines de milliers de mots ou 1 million de mots, on est vraiment déjà sur des corpus tout à fait imposants, voire même très impressionnants.
Donc, un résultat de ça, c'est que ce qu'on appelle parfois les modèles conversationnels dans le TAL moderne, type deep learning, modèle neuronal, en fait, ils sont rarement entraînés, ou les modèles sont rarement entraînés sur des vraies conversations parce que les corpus ne sont pas là, en fait, tout simplement. Donc, une des méthodes qui a été faite, qu'on a comparé, dont on avait cherché un petit peu à évaluer la pertinence linguistique dans le travail précédent, c'était des méthodes qui sont basées sur des corpus de sous-titres, puisqu'il y a une grosse base de données de sous-titres qui s'appelle OpenSubtitle, dont je reparlerai peut-être un peu plus tard, qui est disponible. Et là, on se retrouve avec des corpus de taille tout à fait, on va dire, suffisante, ou en tout cas intéressante pour ces méthodes neuronales. Et c'est ces choses-là qui ont été utilisées, avec à nouveau, malgré tout, des formes de biais qui peuvent être présentes. Donc, que ce soit historiquement ou de par les méthodes contemporaines, il persiste, à mon avis, en tout cas dans la méthode computationnelle, une forme de biais vers l'écrit. Notamment parce que les outils qui vont être utilisés pour faire les pré-traitements, par exemple, vont être entraînés sur des corpus plutôt écrits, plutôt des corpus d'Internet, ou dans le meilleur des cas, je dirais, des corpus de sous-titres, mais c'est même déjà rarement le cas. Alors, qui s'intéresse, pour faire un petit peu un tour d'horizon face à ces situations, c'est qui s'intéresse vraiment, on va dire, à la langue dans la conversation. Alors, je vais peut-être passer assez vite, mais on a vraiment des travaux en analyse conversationnelle où il y a vraiment le focus sur la transcription scrupuleuse et l'analyse thématique de séquences choisies, dans des corpus qui sont vraiment authentiques, et sur lesquels on se focalise sur des phénomènes tels que les prises de tour, les signaux d'écoute. Donc, je reparlerai en fin d'énoncer ce que j'appelle les items de feedback, qui sont vraiment liés à ces signaux d'écoute. Linguistique interactionnelle qui reprend beaucoup d'ingrédients de cette analyse conversationnelle en ajoutant en particulier des analyses prosodiques, acoustiques, systématiques. Bien sûr, tout le travail sur la syntaxe de l'oral, qui est notamment en France, qui a été particulièrement actif, où on essaye de décrire des macrostructures qui s'articulent avec les règles de constituance, les règles de réaction de la syntaxe, on dira classique, certains l'appellent microstructure ou autre. Également, ce domaine un peu plus structure des énoncés, phrastiques, etc. Il y a des travaux sur les grammaires un petit peu émergentes où on donne un rôle très particulier à ce qui se passe en début et en fin d'énoncé, ce qui rejoint les travaux de la macrosyntaxe avec les positions de pré-noyau, post-noyau, ces choses comme ça. Je m'intéresse aussi à ce qui se passe côté plutôt cognition, avec, alors même si aujourd'hui on en parlera peut-être moins, mais ces idées que vraiment le langage est une action conjointe, dans lequel les participants vont vraiment devoir, on va dire naturellement alignent leur représentation. Et là aussi, les phénomènes principalement étudiés sont des phénomènes d'alignement et de feedback, de signaux d'écoute, de construction du common ground. Et enfin, côté linguistique, quelques sémanticiens formels qui se sont aussi posé ces questions sur les limites graysiennes de nos modèles, quand on est en position notamment d'avoir des désaccords dans le dialogue. Et beaucoup des travaux qui ont essayé de voir comment, en quelque sorte, intégrer cette idée de terrain commun partagé dans les modèles formels. Mais j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Côté grand corpus, traitement automatique de la parole, bon, il y a quand même, j'ai dressé un panorama peut-être un petit peu extrême en disant qu'il y avait un biais et qu'au final, il y avait peut-être pas assez de monde qui s'intéressait à ça. Il y a quand même beaucoup de travaux sur les grands corpus oraux. Bien sûr, tout le travail sur les variations oral-écrit dans la Biber et tous les suivants sur ces thématiques-là. Des variations dialectales dans la langue parlée, notamment sur les différents types d'anglais et les alternances syntaxiques qu'on pouvait avoir dans différents types d'anglais avec les travaux de Bredon et collègues. Des travaux un peu plus centrés sur on va dire, la matière sonore qui est produite, c'est-à-dire notamment sur la réduction qu'on peut observer dans les constructions à l'oral, dans les énoncés de l'oral. Donc,
c'est une ligne de recherche sur laquelle on essaye de développer un petit peu, c'est-à-dire d'observer vraiment comment si les structures de l'oral permettent de mieux prédire certains types de réduction de durée, d'articulation dans la production des mots de la conversation spontanée. Et enfin, et c'est peut-être le domaine sur lequel je peut-être connais le mieux, c'est tout ce qui est traitement automatique de langue parlée avec une série de tâches qui sont bien connues, pour lesquelles il y a des évaluations, une forte présence dans les conférences, on va dire, avec notamment étiquetage en acte de dialogue, c'est-à-dire arriver à extraire ou à identifier dans un énoncé quelle va être principalement sa fonction communicative, l'analyse, l'étiquetage des disfluences, et également tout le travail sur la classification des énoncés non phrastiques, les fragments, les énoncés sans verbe, dans le travail notamment de Jonathan Ginsberg. Bon, il y a des choses encore un peu plus applicatives avec du résumé automatique de conversation, etc. Et tout récemment, et c'est un peu ce que je vous disais dans la question sur le biais du TAL vers l'écrit, on a vu naître des modèles, on va dire, vraiment ancrés sur les données, avec c'est un petit peu l'ère des modèles end-to-end, c'est-à-dire simplement on donne des données brutes, on donne une tâche à faire et sans trop se soucier, je grossis un petit peu le trait, mais sans trop se soucier de ce qui se passe entre, on essaye de construire le système qui va le mieux possible résoudre cette tâche. Et en ce qui concerne la conversation, il y a eu des tentatives assez avancées de créer des systèmes conversationnels, donc qui étaient simplement des systèmes de bavardage type chit-chat, où le modèle était simplement entraîné à prédire quel était le prochain énoncé qui serait pertinent. Et ce type de modèles ont été entraînés notamment sur Open Subtitle, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et voilà. Donc, tout ce travail, on va dire, plus deep learning, il s'applique aussi aux tâches que j'évoquais avant, notamment l'étiquetage en acte de dialogue. Et quelque chose je mentionne ça parce que c'est quelque chose qui me travaille un petit peu, c'est que même si les performances sont très bonnes, il faut pas le cacher, enfin très bonnes, étant donné les corpus annotés que l'on a en acte de dialogue, qui sont limités malgré tout. Tout ce qui est corpus annoté, comme vous le savez, est précieux et en quantité limitée. Ces méthodes à base de machine learning, de deep learning appliquées à ces corpus de conversation utilisent notamment des plongements de mots, des word embeddings, qui ont été appris sur des corpus web en général, ou dans le meilleur des cas, à nouveau sur Open Subtitle. Donc, en quelque sorte, moi, ça me pose un petit peu question. Moi, je me dis, il doit y avoir moyen de faire un petit peu mieux que ça, puisque malgré tout, ces ressources, elles sont quand même très éloignées de ce que l'on observe dans les conversations, comme on le verra un petit peu plus tard. Plus près de nous et surtout aussi plus près de vous, côté traitement automatique ou systématique, il y a eu des travaux sur la catégorisation des chunks de la conversation. J'ai vu récemment des travaux d'Iris sur le sujet, des travaux computationnels sur les structures de l'oral, notamment les entassements, donc des choses spécifiques, l'émergence des constructions dans la conversation, comme les phénomènes d'auxiliarisation, et la notation syntaxico-discursive de grands corpus de langue parlée, comme dans le cadre de projets comme Orfeo, par exemple. OK. Donc après ce petit tour d'horizon, le programme, c'est donc d'employer les méthodes outils du TAL pour la conversation, en évitant les biais liés aux données traditionnelles et aux données massives récentes du web. Et l'idée, c'est qu'on peut essayer de faire mieux, en tout cas de creuser la manière de faire mieux un petit peu dans la lignée des travaux que je viens de citer dans le slide précédent, en connaissant les spécificités fortes de la conversation et de l'oral spontané. Et dans la suite, je vais essayer de creuser 3 directions particulières là-dedans. Travailler sur les unités de base, les tokens,
des tokens qui seraient plus pertinents que les tokens de l'écrit, que les mots de l'écrit. Donc ça, c'est un travail en cours. Alors, ça fait un petit moment qu'on l'a démarré, mais qui est toujours pas abouti, mais sur lequel on a des choses intéressantes à discuter, je pense. Ensuite, travailler les unités maximales au sens unité discursive, donc comme vraiment unité sur lesquelles on doit baser nos analyses plutôt que la phrase au sens traditionnel du terme. Et dans la mesure du possible, rendre compte de la multimodalité. Donc, ce sera le troisième point. Donc, ces unités lexicales, donc c'est un travail en collaboration avec Pierre Magistri. Donc, notre idée générale, c'est d'appliquer son travail sur la segmentation non supervisée, qu'il a appliqué lui principalement, enfin en tout cas dans un premier temps beaucoup au cas du mandarin, mais de l'appliquer sur nos données conversationnelles sur des langues pour lesquelles nous avons suffisamment, on va dire, de données conversationnelles pour pouvoir rendre ces méthodes pertinentes. Et ensuite, donc une fois que cette segmentation est faite, d'analyser les unités lexicales résultantes qualitativement et également de regarder un petit peu leurs propriétés distributionnelles en lien avec des unités, avec les unités qui eux n'auront pas été modifiées en quelque sorte par la segmentation. Alors là, il y a quand même aussi beaucoup de prédécesseurs sur cet aspect-là, sur les unités de base, hein, bien sûr. Donc, bon, voilà, on sait qu'une grande portion du comportement verbal est constituée de schémas récurrents, de routines linguistiques, hein. Certains vont jusqu'à avancer des chiffres jusqu'à 80% des tokens de corpus conventionnel qui font partie de formules récurrentes. Alors, à définir exactement ce qu'est une formule récurrente ici. On fait même l'hypothèse de systèmes un peu duels pour traiter le langage, où un mode préféré serait plus holistique en raison de la contrainte du moindre effort. Voilà. Bon, après, il y a des travaux aussi sur la segmentation dans les corpus d'acquisition, notamment à Paris, avec Christia, Emmanuel Dupoux. Donc, il y a quand même toute une littérature là-dessus aussi. Mais ici, nous, on va essayer d'appliquer donc cette méthode qui est une méthode de segmentation non supervisée à des corpus de conversation. Alors, en l'occurrence, on va travailler essentiellement là sur un gros corpus d'anglais conversationnel qui s'appelle Fisher, dont je dirai quelques mots peut-être un peu plus tard, qui a la particularité d'être, à ma connaissance, le plus gros corpus d'anglais conversationnel retranscrit sur lequel on peut mettre la main, en tout cas. Voilà. Donc, quel est le principe de l'algorithme de segmentation? En fait, cet algorithme, il cherche à définir l'autonomie d'une séquence d'unités. Alors, on peut prendre différentes unités de base. On a fait des expériences avec des lettres, avec des syllabes, ou simplement avec les mots tels qu'ils sont fournis, tels qu'ils existent dans la transcription. Et intuitivement, on va essayer à un moment donné, on sait si les continuations possibles, à un moment on va dire de notre énoncé, si les continuations possibles à ce moment-là de l'énoncé sont nombreuses. Dans ce cas-là, en quelque sorte, il y a une entropie forte, on ne sait pas trop ce qui va suivre, ou est-ce qu'elles sont peu nombreuses, c'est-à-dire est-ce qu'on est à peu près sûr de l'unité suivante. Et l'autonomie d'une séquence va être simplement fondée sur cette entropie, sur ce fait qu'en quelque sorte, on sait qu'on est plutôt à la fin d'une unité qui du coup, derrière, il peut se passer un peu n'importe quoi, ou au contraire, on est au milieu de quelque chose et que du coup, ce qui suit est très contraint. Et l'intuition de cette méthode, c'est que plus une séquence est autonome, plus elle a de chances d'être une unité d'analyse fiable. Alors, bon, on parlera ensuite de mots ou de tokens, mais on peut être un petit peu moins peut-être juste ambitieux en disant on est sur une bonne unité minimale d'analyse. Et dans ce contexte, segmenter un énoncé en unité de base, ça devient simplement la maximisation de la mesure d'autonomie de la séquence des mots d'unité plus large qu'il faut définir là aussi. Donc, on peut prendre la phrase si on a de la ponctuation, l'énoncé, on peut prendre quelque chose qui est uniquement basé sur les informations de timing, par exemple l'unité interposale,
qui a le mérite d'être totalement objectif, même si elle n'est pas linguistique. Donc on peut explorer avec plusieurs grandes unités en quelque sorte. Donc, nos expériences ont été réalisées plutôt sur le corpus Fisher et Switchboard en réalité. Donc, ces corpus, à quoi ils ressemblent? C'est des conversations assez courtes, on va dire de quelques minutes à une dizaine de minutes. Il y en a beaucoup par contre, donc il y a beaucoup de locuteurs, et c'est des conversations qui sont guidées par un thème. En général, c'est des mises en relation de personnes qui ne se connaissent pas, et elles ont quelques minutes, une dizaine de minutes pour parler de ce sujet-là. Donc Fisher en particulier, qui est le corpus qu'on a utilisé pour entraîner, pour créer le modèle de segmentation, il fait quand même 25 millions de mots, ça représente à peu près 2500 heures de conversation. Et Switchboard, qui est un peu plus petit, mais qui a l'avantage d'être en partie, on va dire, un peu plus enrichi avec notamment des actes de dialogue, des choses comme ça, lui, il est à peu près 10 fois plus petit. On a étiqueté ces corpus avec Stanza, qui est une suite on va dire, comme il commence à y en avoir beaucoup, très efficaces de traitement automatique de langue, en particulier pour l'anglais, les résultats sont assez bons. Ceci dit, on n'utilise pas, je dis oui, attention, on parle de biais, et voilà, je commence à faire du POS tagging, mais ce pré-traitement, en fait, il va être utilisé un peu plus tard juste pour analyser, pour guider l'analyse des résultats. Il n'est pas utilisé dans la construction des unités. Donc, en quelque sorte, il est là pour nous permettre de mieux rentrer dans nos résultats, mais il ne nous aide pas à construire notre objet. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne un peu qualitativement, ce type de segmentation? J'ai pris quelques exemples un peu à la volée. Donc là, du corpus Fisher. Donc, la transcription originale qu'on avait, c'était ça, des choses comme I know that's kind of rigid, but. Et la segmentation va venir nous grouper un certain nombre de choses. Le I know, that's kind of, rigid, but. Donc, on se retrouve en fait avec seulement 1, 2, 3, 1, 2, 4 tokens sur cette séquence. De la même manière, dans l'énoncé suivant, vous voyez, on a groupé le there's, a whole bunch of, et puis des fois des non-non, comme on en reparlera. Alors, on l'a aussi fait tourner sur le corpus français que l'on avait sous la main, qui est le site dont je reparlerai plus tard, qui est un corpus de conversation qui a été enregistré ici il y a bientôt 20 ans en réalité, mais qui lui est beaucoup plus petit. Il y a une centaine de milliers de mots. Et c'est insuffisant, mais je voulais quand même essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemblait quand on l'a exécuté sur le français avec ces paramètres-là. Et on a des choses un peu du même type, où on groupe des clitiques avec des noms, certains marqueurs de discours qui sont groupés, etc. OK. Alors, l'exploration plus quantitative de cette expérience, on construit des espaces distributionnels sur ces corpus tokenisés de cette manière non supervisée. Alors, je ne parlerai pas d'une expérience précédente qu'on avait faite, enfin, j'en dirai juste quelques mots. On avait commencé en fait par travailler avec des caractères, en prenant comme unité de base le caractère. En disant, voilà, donc la lettre, hein, et on essaie de segmenter de manière non supervisée nos corpus en utilisant, en fait, en autorisant des coupures n'importe où, puisqu'on prenait la lettre comme unité. Et c'était intéressant, mais il y avait de nombreuses difficultés avec ce qu'on voulait faire ensuite, puisque le système avait tendance à segmenter, on va dire, de la morphologie, notamment pour le français, les pluriels, les féminins, qui souvent possédaient une autonomie suffisante, mais pas tout le temps, pour être segmentés à part. Donc, on aurait pu continuer l'expérience dans ce sens-là, mais ça supposait d'avoir en quelque sorte des méthodologies derrière un peu plus pour, pour post-traiter en fait cette segmentation. C'était pas trop la direction qu'on voulait prendre. On voulait essayer de simplifier le pipeline et de le rendre on va quelque sorte, on est plutôt allé dans la direction d'essayer de voir comment les
on arrivait à attraper des lexicalisations, des grammaticalisations avec ce type d'outil. Et c'est un peu le chemin qu'on a pris en prenant non plus les unités de base, les lettres, mais simplement les tokens que l'on avait de la transcription et d'essayer de détecter en quelque sorte, ça se rapproche du coup à une forme de détection des expressions multimots. Mais ce qui est peut-être différent par rapport à tout le travail sur les détections d'expressions multimots, notamment en TAL, où on se focalise beaucoup sur les noms composés, des détections d'entités nommées, des choses comme ça. Ici, étant donné la nature de notre corpus, ces expressions multimots sont principalement des choses qui ont à voir avec les structures conversationnelles. Donc plutôt des expressions multimots fonctionnelles ou interactionnelles ou discursives, si vous voulez. Et ensuite, on essaye d'étudier un petit peu la manière dont ces unités se distribuent dans cet espace, notamment en lien avec les autres unités qui, elles, ne sont pas multimots. Alors, première observation, déjà, une première chose, c'est qu'à peu près 13%, quand on applique notre méthodologie, 13% qu'on applique élèves et la segmentation non supervisée au corpus, 13% des tokens du corpus sont des unités fusionnées, ce qui est quand même pas négligeable. Et si on regarde, pour le coup, là, encore une fois, les tags qui sont appliqués sur le corpus, alors on trouve effectivement les mots qui ne sont pas fusionnés, hein, des pronoms, des noms, des verbes, des interjections, adverbes. Mais ensuite, on va trouver assez rapidement des tags qui sont des tags, en fait, des séquences de tags, puisque quand on fusionne les mots, on a plusieurs tags morphosyntaxiques. Et ce que j'ai appelé ici VC, c'est cette espèce de chunk verbaux où il va y avoir typiquement un pronom, un verbe ou un pronom et un auxiliaire. Donc, qui sont des choses qui sont très fréquentes puisque ça représente presque 9-10% des tags du corpus. Bon, après, on continue à trouver la séquence des tags habituels. Et si on se focalise sur les tags complexes, on va dire, les tags qui proviennent des unités multimots, donc en fait, il s'agit encore une fois on va dire de catégories provenant de l'analyse de la séquence des tags des mots composant l'expression multimot. On voit qu'en fait, à 60%, ces expressions multimots étaient des chunks verbaux. Donc, je vais rentrer un peu plus tard dans les slides suivants pour donner plus d'exemples, mais en gros, des choses où on a un élément verbal et un clitique, typiquement. Des constructions, des constructions verbales où on va voir la préposition, on va voir le phrasal verbe en quelque sorte, qui sont quand même beaucoup moins fréquentes, mais il y en a, il y en a quand même un assez grand nombre. Des constructions nominales, constructions verbales, chunks nominaux, où là on a le clitique avec le nom. On a récupéré aussi une partie des disfluences, comme ça. Et bon, d'autres choses. Et ce S là, ce sont des objets qui font pratiquement, enfin qui font figure de quasi énoncé à eux seuls, en fait. Et on va les regarder d'un peu plus près. Donc, on va aller vraiment vers les choses, les formules, les aspects phraséologiques de la conversation. On a aussi des agrégats un petit peu d'adverbes, typiquement un peu initiaux, ou qui vont constituer des formes de connecteurs ou autres. Donc, quand on regarde un petit peu plus près ces unités fusionnées, sans surprise, on trouve les habituels marqueurs de discours, you know, I mean, des choses comme ça. On trouve ce que je vous disais, c'est-à-dire ces chunks verbaux qui peuvent être simples, simplement voilà, le classique pronom, verbe, un peu plus composé, et éventuellement avec un peu plus d'éléments incluant sa préposition. On a également des groupes où le pronom saute, mais où on a, on va dire, l'agrégat auxiliaire modal, où tout est possible, avec ou sans négation. On a également des composés verbaux sans, voilà, juste tend to, going through, des choses comme ça, et les infinitifs. Bon, tout ça, ça représente quand même une
une grosse partie des éléments que l'on a fusionnés se retrouvent dans cette catégorie centrée, enfin dans ces catégories centrées sur les verbes. Sur le nom, ça nous intéressait un petit peu moins, mais c'était quand même intéressant de voir ce qui se passait. Alors, il y a en plus, on va dire, de tout ce qui est nom propre et composé nom de nom, qui n'était pas vraiment l'objet de notre focus. On voit des choses plus comme des extensions qu'on n'avait pas trop imaginées, des choses comme or something like that and stuff like that. Et il y en a toute une série. L'avantage de notre approche, on le verra après, c'est que du coup, avec une fois qu'on les a un petit peu repérés, on peut généraliser, essayer d'aller couvrir le corpus le mieux possible sur la base de la distance distributionnelle qu'il va y avoir entre ces expressions et les autres. Quelque chose que j'ai mis sous le terme de quantité-qualité, parce qu'il y a tout ce qui va être a bunch of, des choses comme ça, mais également des qualités, hein, all kinds of things, des choses comme ça. Et des chunks nominaux sur lesquels je ne m'attarde pas. On a ensuite d'autres éléments qui nous paraissaient particulièrement intéressants. C'était les cas où on a commencé à vraiment avoir des constructions un peu plus riches qui vont être soit vraiment des morceaux de phrases, vraiment des types de constructions assez complexes qui vont introduire un élément de type propositionnel. I wonder if, it's kind of, that's, des présentatifs, the fact that, des choses comme ça. Et ensuite des formules entières. Il y en a, alors c'est pas des choses qui sont hyper fréquentes individuellement, mais elles sont suffisamment présentes dans le corpus pour sortir quand même dans les analyses en se focalisant sur les unités les plus fréquentes malgré tout. Donc, des choses comme what do you think, how about you, et il y en a toute une série en interrogatif ou en assertif. Et enfin, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, on a toute une série de disfluences, puisque on a tendance à avoir ces disfluences sur simplement des pronoms auxiliaires, typiquement, qui sont particulièrement fréquents, et avec la reduplication de la disfluence, en quelque sorte, on a ces unités qui sortent de cette manière-là. Et là aussi, il y a tout un paradigme avec ces choses-là qui sont sorties. Ok, bon, des adverbiaux et des connecteurs, notamment des choses un peu plus exotiques que ce que moi j'ai pu étudier d'habitude en marqueur de discours, des choses comme all of a sudden, des choses comme ça, qui tout d'un coup se retrouvent comme unité de base de notre corpus. Ok. Donc pour examiner de manière un peu plus quantitative ces objets, on a construit l'espace distributionnel, on a tenté différentes choses, je vais vous épargner nos tâtonnements. On est parti au final sur un simple Word2Vec qui est assez connu, et on voulait éviter surtout d'aller resegmenter les unités produites en utilisant des modèles type Skipgram ou autres qui auraient eu tendance à aller resaucissonner nos unités. Et intuitivement, ce qui est fait dans la construction de cet espace distributionnel, bon voilà, on extrait des contextes autour de chaque unité. On a pris une fenêtre assez proche pour essayer d'être le moins thématique possible et le plus quand même dans la structure. Voilà, on extrait ces contextes, on compte leurs occurrences et ensuite on réduit à un nombre de dimensions plus faible. Et voilà, donc ça c'est une visualisation on va dire de où sont situées ces expressions multimots dans notre espace. Donc une visualisation qui permet de bien écarter de bien séparer les choses. Et ici, le fil qui avait été pris, hein, c'était un fil de fréquence de 500. Donc tous les mots tous les points qui apparaissent là ont une fréquence supérieure à 500 dans le corpus Fisher. Donc on voit que il y a les expressions multimots de haute fréquence il y en a quand même de différentes sortes, hein. Je vais descendre un peu plus tard, on va rentrer un peu dans le détail, mais il y a des zones où elles se concentrent, hein. Donc vous voyez ici, il y a tout un espèce de cluster autour justement du pronom auxiliaire ou pronom verbe quasi auxiliaire, hein, qui est là.
Au milieu, on en reparlera, il y a une zone un petit peu particulière aussi où il y a beaucoup de ces expressions multimots. Si on veut rentrer un petit peu là-dedans, là c'est juste, j'ai essayé d'identifier sur la base d'une analyse manuelle un peu précédente avec typiquement les exemples que je vous ai montrés dans l'analyse qualitative. J'essaie de projeter ces unités dans l'espace. Et ici, je colorie en quelque sorte uniquement ce qui est plutôt du domaine des noms et ce qui est plutôt du domaine des verbes. Sachant que les N sans le plus, donc les verts clairs, sont des noms non composés, sont des noms qui n'ont pas été transformés par notre segmentation, alors que les verts foncés, eux, sont des noms composés de type NN. Et ceux qui sont un peu plus olives, là, c'est des chunks nominaux. Il y a un peu le parallèle côté verbe, avec les verbes traditionnels, entre guillemets, en cette espèce de violet-rose. Les composés verbe-verbe, ou en tout cas auxiliaires verbe-verbe, des choses comme ça qui sont en rose pâle, et les chunks verbaux en rouge. Donc on retrouve bon, voilà, ce qui marche assez bien dans les espaces distributionnels. On voit que globalement, on arrive à capturer des différences sémantiques, des différences distributionnelles assez bien. Ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir sur vraiment plutôt côté marqueur de discours, connecteurs et formules. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart de ces constructions, la plupart de ces unités fusionnées, en fait, vont venir se concentrer à un endroit où on va avoir dans l'espace distributionnel toutes ces unités qui sont des quasi-phrases, ou qui sont vraiment soit des formules qui vont avoir une position d'énoncé à elle toute seule, soit des connecteurs de discours, et qui sont pas du tout les zones verbales ou nominales. Et donc, ce qu'on aimerait faire, c'est un petit peu creuser cette zone-là un peu plus en détail pour voir si on arrive à faire un tri un peu plus précis. Donc ça, c'est un travail en cours. Donc c'est une approche peut-être un peu radicale pour réduire le biais de l'écrit dans l'analyse automatique de langue parlée. Ça nous semble être un angle intéressant pour approcher ces phénomènes de lexicalisation, de grammaticalisation sous un angle un petit peu différent. On a malgré tout des distances thématiques présentes dans l'espace qui ne nous intéressent pas tant que ça, malgré la fenêtre réduite. Par exemple, des choses comme I grew up, qui est proche des noms de lieux. Et on cherche maintenant à évaluer ça de manière un peu plus systématique à travers l'utilisation de nos espaces dans des tâches downstream, type étiquetage en acte de dialogue, et aussi d'essayer d'évaluer la pertinence cognitive, entre guillemets, de ces modèles. Si, par exemple, on cherche à prédire les durées, les réductions des mots dans les corpus, est-ce qu'on peut faire mieux avec ce type de segmentation, avec ce type d'unité, qu'en utilisant simplement des probabilités conditionnelles, comme ça a pu être fait. Donc voilà pour ce volet sur les unités de base. Je vois que je suis un peu lent. Je voulais voir, donc là on était vraiment à l'unité lexicale, on va dire, la petite unité. Et là on va aller de l'autre côté complètement sur les unités discursives, un travail un peu plus ancien, mais que j'ai pense pas avoir présenté. Donc on change complètement de paradigme, hein. Là on est sur de l'annotation par des. On a construit des guides d'annotation pour être utilisés par des naïfs, entre guillemets, pour avoir une segmentation du corpus, ce coup-ci pas en unité lexicale, mais vraiment en unité discursive, en énoncé, si vous voulez, et en unité prosodique. Donc il y a eu un travail sur le guide d'annotation qui était fondé sur un travail précédent qui lui était basé sur l'écrit, mais que l'on a fortement remanié pour adapter à l'oral. Et pour la prosodie, alors moi je ne suis pas prosodiste, donc je ne me risquerai pas à dire grand-chose à ce sujet aujourd'hui, mais côté prosodie, c'était une idée de travailler sur les unités intonatives et les unités intermédiaires. Donc il y a un travail qui existe en lien très fort avec ces choses-là, notamment avec Sylvain et Anne de chez vous. Donc,
on est sur le corpus CID à nouveau. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de la difficulté de la tâche, c'est un corpus qui est où les gens se racontent des histoires. Donc, on peut avoir des longues tirades euh, euh, où on va dire on a un locuteur qui va s'emballer et dire beaucoup de choses. Et à l'inverse, on a des séquences très conversationnelles, très dialogiques. Tout ça dans le même corpus. Donc, bon, ça, c'est quelques exemples un peu extrêmes où je pense que les amateurs d'entassement seront ravis. Voilà. Et la nana qui était la femme du propriétaire, elle, nous, qui était à moitié timbrée, elle nous avait dit, bon voilà, c'est ce genre d'énoncé à laquelle on fait face, que je pense que vous connaissez. Vous avez le même genre de difficultés parfois. Je passe un petit peu les exemples parce que je dois avancer, mais c'est pour dire que voilà, on est sur des unités qui ne sont pas triviales au niveau énoncé. C'est d'avoir décidé quelle va être la bonne unité ici, c'est pas si facile que ça. On a aussi des séquences dialogiques, comme je vous le disais là, donc comme ça, ouais, c'était réponse, ah ouais, enfin, ou en tout cas alternance de tours, ah oui, profitez de vos soirées, ouais, c'est pour ça, ça continue, ouais, c'est eux, bon, voilà. Donc des choses très très conversationnelles, très très dialogiques. Donc ça, c'est le corpus est truffé un petit peu de ces difficultés. Donc voilà, c'est un corpus de 8 heures de conversation avec qui avait été enregistré avec une bonne qualité audio. On avait deux micros serre-tête en chambre sourde. Et voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus maintenant. Voilà, c'était un petit peu la situation d'enregistrement. OK. Et le protocole, c'est qu'il devait parler soit d'une chose insolite, soit de conflits. Voilà. Et une des particularités, pourquoi c'est aussi naturel, pourquoi le corpus est aussi relâché en termes de style, on va dire, c'est que les participants étaient pour la plupart de bons amis. Alors, on a essayé d'annoter ces unités de discours à l'oral en combinant des critères sémantiques et discursifs, mais aussi des critères dialogiques, les actes de parole. Alors, donc, plus spécifiquement sur ces actes de parole, ici, on avait des cas où on avait donc l'énoncé, en fait, le locuteur du bas, là, ici, tu vois à peu près où c'est, en fait, et il y a ce ouais ici qui est final. Donc, si on ne prend pas en compte la dimension dialogique du corpus, il y a très peu de chances que l'on identifie que ces deux choses-là, tu vois à peu près où c'est en fait, et le ouais qui est ici, soit deux énoncés différents. Or, en regardant ce qui se passe du côté de l'autre locuteur, on voit qu'en fait, il y a une réponse, tu vois à peu près où c'est en fait, l'autre répond oui, et ce ouais, quand on l'écoute, il est clairement une espèce de validation, de ratification du oui précédent. Donc, c'est juste pour essayer de prendre en compte ce type de phénomène qu'on a en quelque sorte amendé notre guide d'annotation. Une des particularités aussi de cet oral conventionnel, c'est tout ce qui est unité abandonnée, c'est-à-dire une forme de disfluence où on va au-delà de la disfluence, où en quelque sorte la construction de l'énoncé n'aboutit pas, hein, et on passe à autre chose sans savoir vraiment ce qui aurait pu être dit dans cette phrase. Donc, le deuxième exemple, là, il est très parlant, je pense. Et eux, donc, tu avais, si tu veux, le samedi, il y en a un pour savoir qui jouait, tu vois. Bon, c'est difficile de lier cette première séquence-là avec la suite. OK. Alors juste parce que comme derrière, on va associer ça aux unités prosodiques, juste un mot sur les unités prosodiques qui ont été annotées. Ici, c'est un exemple où, puis après, j'allais dans la salle polyvalente ou je sais pas quoi. Il y avait 3 niveaux d'annotation prosodique et en fait, dans le travail que je vais décrire ensuite là sur nos unités, on se concentrait uniquement sur les unités les plus fortes, c'est-à-dire les unités intonatives. C'est-à-dire ici, il n'y en aurait qu'une, hein, après on est dans la salle polyvalente ou je sais pas quoi. Et on prenait aussi, malgré tout, les unités intermédiaires, donc puis après, et une après polyvalente ici, donc des séquences, mais pas
toutes les unités, pas les unités qui correspondaient au niveau de, de l'unité accentuelle en prosodie. Bon, ok. Alors, à quoi ressemblaient du coup, nos unités de discours et nos unités prosodiques dans ce corpus? Donc ça, c'est un peu juste la taille, avec des catégorisations des unités. Donc ici, ce que vous avez en vert pâle, ce sont les unités de discours classiques, celles qui n'ont rien de spécial, on va dire. Celles en vert un peu plus foncé, ce sont des unités de discours qui hébergent une disfluence. Celles qui sont en vert très foncé, donc quasiment noir ici, en fait, c'est ce qu'on a appelé des unités de discours régulatives, mais qui en fait sont des énoncés isolés, très courts, qui vont avoir tendance plutôt à être du feedback ou à réguler la conversation, plutôt que d'amener un nouveau contenu propositionnel complet. Et enfin, il y avait des unités de discours abandonnées, c'est ce que je vous ai parlé avant, c'est ce qu'il y a en blanc dans nos. Donc on voit qu'il y a un mode de la distribution autour de 4, 5, 6 tokens de notre corpus. Et qu'on voit que les unités prosodiques, elles, sont un peu plus petites. En tout cas dans le travail que nous on avait effectué avec nos définitions. Alors je suis désolé, les couleurs ne matchent pas. Donc ici, les unités prosodiques classiques sont les blanches, celles hébergeant une diffluence sont les verts pâles, et les énoncés, on va dire, plutôt de type feedback sont les plus foncés. Okay. Quand on regarde leur association entre ces unités discursives et prosodiques, on voit que en fait, quand même, une bonne partie des unités discursives ne sont composées que d'une seule unité prosodique, donc il y a un bon match 1 à 1, même si c'est pas la seule situation, hein. Il y a aussi de nombreux, une forte proportion d'unités discursives pour lesquelles il y a 2 ou 3 unités prosodiques. Ok. Voilà. Donc quand on essaye de voir un petit peu les cas où ça ne correspond pas, parce que c'est souvent là où il y a des choses intéressantes qui se passent, on voit souvent des éléments finaux comme quoi, bon, hein, comme ici. Alors nous, ça nous faisait chier un peu, mais en fait, on s'était dit, bon, pause, pourquoi pas. Et en fait, en termes d'analyse d'unité sémantique discursive, ce bon pourquoi pas a semblé être une unité tout à fait pertinente malgré la pause, alors que pour l'analyse prosodique, cette pause était simplement apparemment rédhibitoire. En plus, le bon devait être produit vraiment bien dans la continuité de l'énoncé final. On s'était dit, bon, pourquoi pas. Et c'est typiquement ce genre de cas qui va provoquer des différences de segmentation entre la partie discursive et la partie prosodique. Ok. Donc on a une forte association entre les unités prosodiques et discursives. C'est aussi ce qui a été constaté dans les travaux similaires, notamment de Catherine Simon, Elisabeth Degan. Également, je pense que ce que vous avez observé avec Bélia, Anne Lacheret et Sylvain Kahn sur des frontières communes entre unité illocutoire et période intonative. La différence peut-être plus principale, elle est sur la nature des unités prosodiques. Nous, on est sur des unités prosodiques à grains assez fins, donc on a une forte association on a plutôt des unités discursives qui sont composées de plusieurs unités prosodiques. Et ce que je vous disais, c'est que voilà, les sources de mismatch principales, c'était ces particules finales, eux, quoi, un, bon, des initiateurs ou des détachés, moi, je, blablabla, qui peut-être va vraiment constituer deux unités prosodiques en tant que telles, mais par contre au niveau discursif, on sans doute être intégré. Les disfluences massives, dans le sens où vraiment quand ça commence à partir en autre boudin et que ça n'aboutit pas, il commence à y avoir des dissociations fortes entre ce qu'on peut imaginer avec les entre prosodie et discours.
Et enfin, comme c'était une campagne d'annotation, malgré tout, ce qu'on a pu identifier aussi, c'est quand il y avait des désaccords, tout simplement, il y avait des erreurs dans les annotations. Donc, ça, c'est un travail donc, il y a quelques années que je suis le spécialiste des travaux non publiés, donc il n'a pas été publié, mais on va l'exploiter. En fait, on cherche à l'exploiter pour créer un segmenteur à unité de discours qui soit un segmenteur automatique, qui soit adapté à la parole conversationnelle. Et là-dessus, il y a eu des modèles récents assez performants qui ont été faits pour l'écrit, notamment autour de Légende de Toulouse, autour d'un modèle qui s'appelle Tony, alors qui utilise pour le coup des embeddings contextuels qui du coup ne correspondent pas trop à la philosophie que j'ai parlé avant, mais on pourrait essayer de réutiliser ces techniques à des corpus de paroles conversationnelles et en prenant en compte dimensions principalement de timing et quelques propriétés prosodiques pour adapter ces segmenteurs au cas de l'oral conversationnel. Ok. Bon, j'ai pratiquement terminé mon temps, mais je voulais quand même dire quelques mots sur le feedback, si ça vous va. Oui, c'est parfait. Prends le temps dont tu as Ok. besoin. Donc, troisième volet, c'est un travail fait en collaboration avec Roxane Bertrand et Yann Gorich, en particulier, mais d'autres personnes aussi. Alors, ici, on va parler donc plutôt essayer de rentrer dans cette dimension multimodale des unités et de la sémantique dans la conversation. Et pour cela, c'était un travail qui était centré sur les énoncés de feedback. Et par feedback ici, je reprends une définition d'Harry Bunt. On prend un énoncé de feedback, tout énoncé par lequel son locuteur fournit des informations relatives à son traitement des énoncés de l'interlocuteur. Donc ça peut être un peu à tous les niveaux, ça peut donner des précisions sur le traitement perceptif, l'interprétation ou même l'évaluation, accord, désaccord, surprise. Voilà. Alors pourquoi se focaliser sur le feedback? Il est central pour les théories de l'interaction langagière dont j'ai pu parler en introduction. C'est pour tout ce qui est mise en place d'un terrain commun. C'est un phénomène particulièrement fréquent dans le dialogue. Alors dès qu'on regarde un petit peu les catégories d'énoncés qui sont produits dans un corpus conversationnel, les énoncés feedback pris dans un sens large sont vraiment une des classes dominantes. Donc, quand on prend notamment les actes qu'on trouve dans le corpus switchboard, si on additionne un peu tout ce qui peut être associé à du feedback, c'est à peu près 40% des énoncés. Dans les corpus dont je parlerai juste après, on est plutôt autour du tiers des énoncés qui sont des énoncés de feedback. Et moi, il m'intéressait particulièrement au niveau méthodologique en raison de leur forme linguistique contrainte assez limitée, en fait, qui permettait du coup d'aller interroger la multimodalité sans que sa complexité nous assomme totalement. Voilà. Alors les corpus, voilà, il y a à nouveau le site dont j'ai parlé, des map tasks, un qui était préexistant à mon travail, qui était à distance où les gens ne se voyaient pas, et un dont on a créé une situation un peu similaire, mais enfin c'est la même tâche, mais en face à face, et un corpus plutôt d'échange de films où on avait espéré avoir plus de désaccords et d'échanges d'opinions que dans les autres corpus. On a créé le jeu de données de la manière suivante. On a simplement détecté les pauses et effectué une transcription orthographique qui a été alignée de manière forcée par un outil développé ici. Donc, on a créé ces unités interposales qui sont des unités, on va dire, qui ne sont pas des unités vraiment linguistiques, c'est juste des unités de parole séparées par des pauses de 200 millisecondes. Et quand on avait des éléments en face à face, quand c'était des corpus vidéo, on a pré-segmenté les gestes, un peu à la volée. On a fait une pré-segmentation, on a favorisé en quelque sorte le recall, le rappel de la pré-segmentation, en essayant d'attraper tous les gestes potentiellement pertinents pour le feedback. À partir de là, on a extrait des distributions de fréquences des tokens dans les IPU courtes, typiquement les IPU, donc les unités interposales, les zones courtes de parole où il y avait 3 mots ou moins.
Et on a conservé ces unités comme des marqueurs prototypiques de feedback après examen, que c'était bien le cas. Alors cette liste, elle est assez réduite. Ouais, d'accord, le rire, oui, ok, ah voilà, et non, bon. On a une autre, je développe pas, mais on avait une liste complémentaire qui était des marqueurs qui accompagnaient fréquemment les énoncés de feedback, mais qui n'étaient pas en soi eux-mêmes des marqueurs forts de feedback. Et ensuite, on a fait une sélection en gardant toutes les IPU qui présentaient un ratio suffisant d'items de feedback. C'était ce qu'on appelait les énoncés de feedback isolés. Et on a également regardé les séquences initiales d'items de feedback en début d'énoncé, préface, ça s'appelait parfois préface, d'autres les appellent des pivots, qui sont en quelque sorte des éléments évaluatifs en début d'un énoncé avant de passer à autre chose, avant de dire autre chose. Pour tout ce qui était MIMO gestuel, donc je vous l'ai dit, on avait une présegmentation manuelle. Et ensuite, on a intégré, on a fusionné cette présegmentation des gestes avec les items verbaux. Simplement, si avec une fenêtre de 100 millisecondes, s'ils étaient en quelque sorte dans un voisinage de 100 millisecondes avant-après, on les associait, on en faisait un item en quelque sorte multimodal. Sinon, s'ils étaient un peu plus espacés, on gardait le geste seul. Voilà. Pour la notation. Donc, ça a donné le jeu de données suivant, donc, où en gros, on avait 13 000 items de feedback dans notre corpus, dont près de 3 000 gestes, et parmi eux, à peu près la moitié qui étaient, on va dire, associés avec des items lexicaux. OK, peu importe la taille du corpus en soi. Donc ensuite, on a fait une annotation de ces items selon principalement deux axes. Une fonction de base, on essayait de savoir simplement s'il s'agissait euh, en gros, pour faire simple, d'un feedback de bas niveau, hein, de simplement un signal d'écoute qui ne dit pas grand-chose, ou est-ce que c'est un signal plutôt qui va amener de l'évaluation, hein, donc on va dire dans la terminologie de l'analyse conversationnelle, ce serait plutôt les continueurs versus les assessments. Et comme on était quand même sur un jeu de données bruité, on avait des cas qui n'étaient pas du feedback, on avait des réponses à des questions, on avait des énoncés qui étaient là pour expliciter du feedback, c'était par exemple des OK, interrogatifs, des choses comme ça. Et on avait d'autres choses qui étaient mal détectées, tout simplement. C'était des erreurs enfin des erreurs. C'était des choses qui étaient liées à notre rappel assez haut au début, qui du coup n'étaient pas associées au feedback. Dans la mesure où on avait identifié que c'était un assessment, une évaluation, on demandait une analyse un peu plus précise de cet élément en termes d'approbation, attente, surprise, amusement ou confirmation de doute. Bon. Il y avait également d'autres annotations sur la nature du geste et sur l'énoncé précédent, j'y reviendrai. Donc on faisait annoter la fonction de l'énoncé précédent. Bon, voilà, je passe des détails sur la tâche d'annotation. Le CAPA était pas, donc les accords interannotateurs n'étaient pas toujours parfaits, loin de là, mais on avait quand même de la fiabilité sur un certain nombre d'éléments. Et on a plutôt créé une référence à partir d'un vote des annotateurs, à partir du moment où les 2 tiers des annotateurs étaient d'accord. Donc ça a donné ça dans notre. Ça, c'est juste la distribution des fonctions de base. Donc on voit que principalement, sans surprise, il s'agit plutôt de l'acquiescement léger qui était le plus fréquent. Alors, en fonction des corpus, et donc SID étant peut-être le plus conversationnel, les deux map tasks étant les plus orientés tâches, et le DVD était celui où il y avait un petit peu plus peut-être d'argumentation, mais qui au final était très conversationnel. Et ce qu'on voit dans la distribution, c'est qu'effectivement, les map tasks se ressemblent un peu, à la grosse différence que il y en a un qui était c'était notre seul corpus qui était sans présence, donc le MTR, le rouge, il était pas en présence, alors que le MTX était en face à face. Voilà. Et sur les évaluations, on avait certaines catégories qui étaient très fréquentes, voilà, approbation, confirmation, avec des grosses différences par corpus qui pouvaient être à la fois expliquées par la nature des tâches, hein. Dans les map tasks, il y a beaucoup de confirmations dont on a beaucoup moins besoin dans les corpus plus de conversation, et d'autres catégories qui étaient
presque à notre surprise, très très peu utilisé. Donc en fait, il y avait très peu de feedback sur le doute, la gêne, ou dire des choses attendues. Bon, la surprise, elle, était quand même relativement bien représentée. Donc ça, c'était simplement la description du jeu de données tel qu'il était annoté. Ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de voir quels paramètres linguistiques, quels paramètres présents dans le signal, en quelque sorte, permettaient de catégoriser, d'identifier les fonctions de ces items de feedback. Et on avait fait 4 familles, enfin 3 principalement familles de paramètres où on utilisait l'information de l'item lexical, c'est-à-dire vraiment simplement sa catégorie lexicale, une série de paramètres plutôt acoustiques, basés sur l'intensité, le pitch, différents paramètres liés à la qualité de la voix, des paramètres liés au timing, la durée des items, la durée des pauses surtout avant et après les items considérés qui ont joué un rôle important. Et enfin, on avait une espèce de paramètre de triche qui était on prenait en compte le contexte annoté, sachant que le contexte annoté était annoté par la même personne, donc c'est vraiment une top line, c'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme un paramètre comme les autres. C'était pour essayer de voir à quel point l'annotation de l'item de feedback était dépendante, ou à quel point, si on savait identifier la fonction énoncée précédente, on saurait identifier la fonction de l'item de feedback. Et on a fait ça avec des méthodes d'apprentissage supervisées qui sont maintenant assez classiques sur les données à annoter. En l'occurrence, c'était des random forest. Et voilà un petit peu ce que ça donnait. Alors la baseline, c'était juste la catégorie majoritaire, sachant que c'est une baseline qui peut être assez difficile chez nous dans ce corpus, puisque les catégories majoritaires étaient très majoritaires parfois. Donc il fallait arriver à faire mieux que simplement dire toujours la même chose, sachant que les données étaient très déséquilibrées. On voit malgré tout que globalement, prendre en compte des informations permettent d'améliorer le système. En particulier, il faut se concentrer plutôt sur la barre des violets, où on voit que quand on prend en compte, ici LPA, c'est lexique, acoustique et position, on voit que malgré tout, c'est parmi nos 4 catégories, parmi nos 4 version du système, c'est la plus performante, significativement. Alors, pas systématiquement pour tous les corpus, dans toutes les situations, mais globalement, c'est quand on prend en compte les informations lexicales de position et acoustique qu'on a les meilleures performances. Ça, c'est pour la fonction de base, donc simplement identifier, on va dire, continuous assessment ou pas feedback du tout. Ce qu'on voit, c'est que quand on prend en compte le contexte annoté manuellement, on a à nouveau un gros gain de performance, mais ça, c'est attendu. Et quand on... ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous ces scores-là, ce sont des scores pondérés par la fréquence. Hein, donc, voilà. Et ici, j'ai oublié de le mettre, ça c'est mal. Ça, c'est les performances liées à la classification des évaluations, c'est-à-dire surprise, approbation, confirmation, toutes ces choses-là. Et là, la dimension lexicale est vraiment très forte, comme vous voyez ici, et les autres dimensions sont moins importantes. Donc, au passage, ce qui est intéressant de souligner, c'est que pour tout ce qui était identifié un feedback de bas niveau, on va dire quelque chose de très léger, très signal d'écoute ou un signal de haut niveau, l'information positionnelle était vraiment contribuante au sens, et plus particulièrement, un des paramètres qui était beaucoup utilisé, c'était la durée de la pause, en fait, le gap qu'il va y avoir entre l'énoncé précédent et l'énoncé de feedback considéré. Si ce gap est très très court, on va plutôt être sur des feedbacks légers, entre guillemets, des continueurs, alors que si ce gap commence à s'allonger, au-delà de 180, 190 millisecondes, on a plus de chances d'être dans des feedbacks portant plus de sens, portant plus des attitudes, de l'évaluation. Alors, le geste dans tout ça, ah mais tiens, je ne l'ai pas mis, c'est dommage. En fait, le problème qu'on a avec le geste, c'est que, pourquoi ça a complètement sauté, tiens, étrange. Mais juste,
le problème qu'il y avait avec le geste, c'est qu'on l'avait fait annoter et il y avait une très forte dominance du node, donc du hochement de tête, qui écrasait complètement toutes les autres catégories. Et au final, les autres catégories étaient, après avoir filtré celles qui étaient pertinentes pour nos items de feedback, il y en avait assez peu. Donc ça veut dire que il existait dans notre corpus des cas où il y avait du feedback avec des secouements de tête ou des choses comme ça, mais c'était quantitativement peu représenté par rapport à tout ce qu'on vient de parler et par rapport au node. Et le node qui venait simplement se surajouter avec des fonctions et du coup ne contribuait pas très fortement aux tâches de classification. Du coup, voilà, donc ça nous a donné une bonne approche un petit peu globale, mais il restait plein de phénomènes subtils hein, qui étaient sporadiques par rapport à ces phénomènes dominants et qui demandent d'être analysés justement de manière un peu plus spécifique. Bon, quand même, cette histoire des gestes, ça nous avait posé question. Donc, il y a un an ou deux, il y a 2 ans, j'avais encadré une mémoire de M2 où on avait essayé de systématiser cette question de l'importance du geste dans les énoncés de feedback, parce qu'intuitivement, on pensait que c'était plus important que ce qu'on trouvait dans les grands corpus. Et on avait fait une petite expérience où, en quelque sorte, on croisait de manière systématique un élément lexical, un contour prosodique et une expression du visage. Donc là, on avait des constructions canoniques avec un et ouais, des choses comme ça, ou ah ouais, ou ouais, pour le doute. Voilà, avec sourcil froncé, sourcil levé et sourire. Et on avait fait cette expérience avec une tête parlante, là, que vous voyez très mal. Et juste pour conclure sur ça, ce qu'on avait vu aller un petit peu dans le sens de ce qu'on avait observé dans les corpus, c'est-à-dire qu'on essayait de regarder les réponses attendues des sujets, il y avait une vingtaine de sujets, à différents types d'énoncés, certains qui étaient canoniques. Donc canonique, ça veut dire que les 3 dimensions étaient congruentes. Donc voilà, on avait ces 3 choses qui étaient alignées, et versus des situations où on modifiait une des modalités, donc le geste, l'élément lexical ou le contour prosodique. Et en fait, ce qu'on avait observé, c'était que les modifications du geste, alors du geste, il faut bien relativiser, c'était des expressions du visage sur la tête parlante, avait un impact sur le nombre de réactions attendues, c'est-à-dire que les sujets manifestaient plus souvent une forme de surprise ou de désaccord ou de désagrément avec ce que faisait la tête parlante. C'était un peu plus le cas encore avec la prosodie et encore un peu plus avec le lexique. Donc il y avait une forme de gradation on va dire, du clash sémantique qu'il pouvait y avoir sur l'item de feedback en fonction de sa modalité. Le plus fort étant un clash lexical, où en gros, quand on n'avait pas le bon item, vraiment, les gens étaient globalement assez surpris, désarçonnés. Pas la bonne prosodie, c'était intermédiaire. Et pas le bon geste, c'était pas aussi smooth qu'un élément canonique, mais malgré tout, ça gênait moins les gens que les deux autres, que des altérations des 2 autres modalités. Ok, bon, ça c'est un peu la conclusion. Je vais juste rapidement, voilà. Les unités, mon idée c'est de travailler sur des unités le moins biaisées possible, le plus basées sur l'usage, et de voir vraiment le langage comme une ressource multimodale pour l'interaction. Interaction qui forge des structures, des unités linguistiques. Et la multimodalité, elle est importante, mais c'est vraiment assez sélectif en fonction des dimensions du sens étudié. Je pense que les gens qui travaillent sur les gestes mentionnent ça, mais c'était intéressant de le voir vraiment à l'œuvre sur nos corpus. En fonction de quelle dimension du sens on va travailler, on va pouvoir plus ou moins, en quelque sorte, se focaliser sur cette dimension gestuelle, par exemple. Ok. Je pense que ça, on peut garder pour la discussion, les travaux en cours aussi. Donc, merci de votre attention. Merci à toi, Laurent, pour cet exposé super stimulant.
Il y a énormément de choses que tu as balayé que pas mal comment dire? De la granularité de la conversation, à plusieurs échelles donc, est-ce qu'il y a des réactions, des questions de la part des participants? Oui, moi, c'est Anne. Bonjour Laurent, merci Bonjour. pour cet exposé riche et dense et c'est sympa de voir que bah, voilà, il y a des gens qui travaillent un peu dans les orientations communes et voilà, c'est que ça avance, quoi, que ça bouge. Alors moi j'ai une question juste vraiment enfin, de conceptuelle, on va dire. J'ai pas bien compris finalement ce que tu appelais des énoncés et comment tu le définissais d'une part. Et j'ai pas bien compris non plus quelles étaient vos unités prosodiques ou intonatives. Très simplement. Alors, sur les unités prosodiques, je ne vais pas trop m'avancer, je pense, mais alors sur l'énoncé, euh, euh, en fait, nous, ce qu'on a travaillé comme notion d'énoncé, c'était vraiment, on est parti des unités discursives que j'avais travaillées sur l'écrit. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très sémantique pragmatique. Donc, c'est un peu une définition disjonctive où soit on a en quelque sorte, on arrive à former une proposition complète, euh, sémantiquement suffisante, ou si ce n'est pas le cas, c'est que ça va être un acte de dialogue, typiquement un énoncé de feedback, qui lui va pouvoir aussi être d'une certaine manière une proposition, mais à haut niveau plutôt construction du terrain commun, validation de quelque chose qui a été dit ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais sur les Ouais, exemples. juste pour attends, revenir Oui, sur oui, ta oui. réponse, tu dis une proposition, enfin, du point de vue sémantique, propositionnelle, donc qui soit, j'ai pas compris, satisfaisante. Alors, par exemple, ce qu'on va faire très concrètement, ça va être très lié à la saturation sémantique des prédicats qui vont être présents dans l'unité. C'est-à-dire que euh, si, on va dire d'un point de vue théorique, si l'objet qui est construit par l'unité va être vraiment de type valeur de vérité, c'est-à-dire avec un prédicat saturé par, euh, par toutes les entités qu'il demande, alors on aura vraiment affaire à une proposition et on pourra identifier cet élément comme une unité discursive. Et c'est uniquement cette unité discursive qui va être que après je vais appeler énoncé au cours de l'exposé en fait. Mais la segmentation précise des unités dans nos corpus, donc c'est essentiellement pour la deuxième étude que j'ai présentée, elle est faite sur cette base de segmentation en unité discursive où on va fortement s'appuyer sur soit la complétion, on va dire la saturation sémantique des prédicats, soit quand il n'y a rien de tel dans l'énoncé, typiquement des fragments, des énoncés non phrastiques, des marqueurs de discours isolés, le fait qu'ils soient interprétés en contexte comme une fonction de mise à jour du terrain commun, voilà, par exemple. Donc, en quelque sorte, tous ces objets-là, ils vont avoir un type qui est vraiment plutôt au niveau propositionnel qu'au niveau un type interne, de type entité ou prédicat ou autre. D'accord. Donc, soit un critère sémantique, soit un critère pragmatique. Oui. Alors, tu dis, pour la prosodie, je ne vais pas trop m'avancer, mais tu peux quand même juste nous parce que sinon, on a du mal à interpréter tes Oui. tableaux, tu vois, et à les situer par rapport à se poser Alors, des questions, par rapport… ce que je peux dire, ce que je peux expliciter, c'est le processus d'annotation, parce que ça, je l'avais suivi. Euh, il y avait vraiment l'idée de travailler les différents niveaux. Au début, en fait, il y avait 3 niveaux d'analyse prosodique. Il y avait 3 niveaux d'unité prosodique, vraiment une unité intonative globale qui est pas de l'ordre du paragraphe, mais qui est vraiment un contour global englobant plusieurs éléments. Il y a le niveau le plus bas qui est l'unité accentuelle, où on est vraiment de l'ordre du, on va dire, de moi ce que j'en comprends, un peu du chunk, de quelque chose de très restreint, qui est vraiment voilà, euh, un mot avec son critique ou 2 mots qui sont vraiment produits conjointement. Et ensuite, il y a cette unité intermédiaire en fait, dans cette étude, on cherchait les prosodistes cherchaient un petit peu à identifier cette unité intermédiaire.
dans les faits, dans l'analyse des naïfs, puisque ça, c'est essentiellement des naïfs qui ont en unité cette unité prosodique, voilà, il y a pas, en fait, les taux de confusion entre les unités intermédiaires et intonatives étaient forts. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, on a fusionné ces choses-là après. Ok, d'accord. Parce qu'on on pouvait pas, c'était pas assez fiable pour faire nos trucs quantitatifs et associer ça aux unités discursives systématiquement. Donc on a fusionné ce qui est appelé unité intermédiaire et unité intonative. Et par contre, on n'a pas touché aux unités accentuelles qui elles sont vraiment très petites, qui sont vraiment de l'ordre du chunk. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux dans la... Oui, vas-y. Ok. Alors, donc, je vais commencer par les compliments, ensuite 3 questions. Donc, tout d'abord, sur les unités lexicales, effectivement, j'ai adoré le principe, en fait, parce que je me suis posé la question au travail sur la segmentation automatique des transcriptions. Effectivement, j'ai toujours fait de l'apprentissage supervisé, effectivement, de prendre l'apprentissage non supervisé avec les critères justement un petit peu de distribution. Donc, je trouve ça très bien et franchement, ça montre les difficultés qu'on rencontre quand on essaie d'annoter manuellement et on voit que les unités fonctionnent ensemble, comme les présentateurs, on a, etc. à l'oral. Et qu'aucun étiqueteur aujourd'hui, ni Chanker, ne va pas les mettre. Chanker, oui, mais pas les étiqueteurs au niveau de mots, ils ne vont jamais les mettre, ils vont tous les séparer alors que ce n'est pas du tout pertinent pour l'oral. Et la solution aussi simple, qui semble si simple que l'apprentissage supervisé, qui est basé, voilà, je trouve ça vraiment très, très bien. Et ensuite, 3 questions vraiment pour comprendre mieux. Peut-être tu l'as mentionné, peut-être rapidement. Donc, concernant les feedbacks, donc la notation manuelle des feedbacks, donc on va dire ceux qui sont plutôt avec le jugement, donc où il y a, je continue à noter surprise, approbation. Donc, est-ce qu'il y avait des critères formels, hein? Est-ce que c'était vraiment par rapport aux gestes que les annotations étaient faites? Parce que ça, j'ai un peu mal compris. Dans la notation des fonctions ont été faites uniquement sur des critères interprétatifs, c'est-à-dire que on donnait des paraphrases par exemple pour expliquer chaque catégorie. Il y avait des paraphrases qui disaient voilà, alors de mémoire j'essaie de faire voilà, donc typiquement pour l'approbation on disait est-ce qu'il dit je suis d'accord, ou est-ce qu'il dit je doute de ce que tu dis, ou je suis en désaccord éventuellement, ou je suis surpris, des choses comme ça. Et en fait, on essayait systématiquement dans le guide d'annotation, toutes les catégories étaient associées comme ça à des paraphrases explicites. Donc, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais c'était oui, donc en fait, l'annotateur, il devait quelque part paraphraser, quelque part essayer de faire la substitution par ces paraphrases-là pour voir si ça peut marcher dans ce contexte-là. Exactement. Ouais. Donc, il mettait une étiquette. Exactement. D'accord. Concernant Random Forest, donc ce que vous avez utilisé pour l'apprentissage, c'est quoi était un input en fait, concrètement parlant? Alors oui, il y avait beaucoup de choses parce qu'on avait été. Les features, j'imagine. Ouais. Ouais, on avait mis. Alors voyons voir. Je vais essayer de me rappeler un petit peu tout ce qu'on avait mis là-dedans, mais tout n'était pas pertinent, loin de là. Donc tout ce qui était lexical, c'était simple, voilà, c'était simple, oui et non, parce qu'il y avait il y a le cas simple, on va dire, où l'item est fait d'un mot, et là, voilà, on a juste ce mot-là. Mais on avait aussi des items lexicaux un peu plus compliqués, des choses comme ah ouais, ben d'accord, des choses comme ça, qui pouvaient du coup avoir des représentations un tout petit peu plus subtiles que juste oui, non, etc. Donc on avait une série de features comme ça sur la composition lexicale de l'item. Donc, minimalement, beaucoup de nos items étaient simplement oui, ouais, d'accord, mais on avait aussi des items plus complexes. Oui, ben ouais, oui, mais non, des choses comme ça. Donc, il y avait la liste des items. Voilà, donc c'était juste quelque chose purement, on va dire, sur la distribution des items dans des tokens dans l'item lexical. Mais encore une fois, le cas majoritaire, c'était un item lexical. C'était beaucoup plus compliqué sur la partie acoustique, parce que c'était sur ça qu'on avait beaucoup creusé là-dedans. Donc, il y avait beaucoup de paramètres liés à l'intensité, normalisés avec les différents quartiles, etc. Le pitch, donc il y avait des trucs on avait essayé d'extraire des slopes sur ces items-là, donc des pentes de pitch. On avait essayé
on avait également des choses sur l'intensité que je n'ai pas mis. Oui, si, l'intensité, je l'ai mis. Jimmer, Cheater, tout ce qu'on avait pu un petit peu sortir en acoustique, on avait essayé de le mettre là parce qu'on pensait que ça pouvait avoir un rôle sur ces fonctions. Et en réalité, c'était assez difficile de sortir des choses fines. Ce qui sortait des paramètres acoustiques qui étaient utilisés de manière récurrente, c'était simplement l'intensité, alors que ce n'était pas forcément le paramètre qu'on attendait le plus. Mais c'était celui qui était un des plus contributeurs au succès de la classification. Et notamment, on a eu beau creuser un peu dans tous les sens. Alors, ça vient peut-être de nos méthodos, ça vient peut-être du jeu de données, je ne sais pas. On n'a pas extrait grand-chose de tout ce qui était pitch sur cet énoncé-là, alors qu'on s'attendait à trouver des choses là-dedans. Et pour tout ce qui était timing, c'était les valeurs temporelles, alors durée des énoncés, mais surtout position dans la position de l'item par rapport à l'énoncé précédent. Donc overlap, gap qu'il pouvait y avoir, gap après, gap avant, tout ce type de features c'était présent dans cette famille de features. Et il y avait un autre type de feature que je n'ai pas mentionné ici parce que ça n'a jamais rien donné, mais on avait essayé en quelque sorte, de prédire, enfin de classifier automatiquement l'énoncé précédent en utilisant ça comme un feature contextuel. Et ça donnait rien en fait. On n'avait pas, en fait, sur le système simple qu'on avait fait là, à l'époque, notre système de classification de l'énoncé précédent, qui était rule-based, il n'était pas assez précis pour apporter de l'information bonne sur le contexte en fait. Il faudrait le faire. Là, ce travail, il est quand même fortement en lien avec ce qu'il fait en étiquetage, en acte de dialogue. Simplement, nous, on était vraiment focalisé sur les énoncés de feedback avec cette idée d'arriver un petit peu à avoir les contributions lexicales, acoustico-prosodiques, contextuelles et gestuelles à la fonction d'un énoncé. Donc, c'était quand même beaucoup plus précis que sur l'objet que de l'étiquetage en acte de dialogue un peu global. Mais il y avait des forts parallèles quand même. Voilà. D'accord. Et merci beaucoup. Juste une petite question qui est plus marginale parce que ça ne faisait pas forcément ce n'était pas au centre de ce que tu as présenté. Juste sur un transparent, tu parlais de la spontanéité et tu as mis différents niveaux de spontanéité. Qu'est-ce que tu entends par ça? Alors, attends, que j'essaie de me rappeler de ça. Hein. C'était où C'était dans la partie. Attends, c'était où? Dans quelle partie? Ah oui, c'était dans les. Même pas parole spontanée, c'est sur le corpus quand tu as présenté CID. Ouais. Alors. Donc, c'était juste pour présenter le corpus et du coup, Ouais. Spontanéité préservée, oui, c'est ça. ça s'appelle parole spontanée et ensuite, deuxième ligne, différents niveaux de spontanéité. Voilà, attends. Oh, le suivant, tout à l'heure, je l'ai vu. Voilà. Ah oui, oui. Oui, parce qu'en fait, c'était juste pour souligner le fait que quand on parle de parole spontanée, oui, ça y est, il y a vraiment parole spontanée et parole spontanée. Je pense que tu es bien convaincu de ça. Tu connais bien ce problème. Des fois, on se retrouve face à des corpus qui sont dits des corpus oraux ou de langue parlée, qui sont étonnamment propres, et qui le sont, parce qu'en fait, c'est assez monologique au final, ou c'est de la discussion assez organisée. Bon, là, je pense que vous avez le même genre de corpus. Le CID, c'est un peu brutal parfois. Voilà, c'était un peu ce que je voulais illustrer derrière. C'est qu'on a ici, je pense que ça fait le délice de Sylvain notamment, et là, la femme, la nana, etc. Bon, on arrive à avoir la fin du syntagme nominal au bout de 50 tokens. Quoi. Voilà. D'accord. Et l'exemple suivant est aussi assez, là pour le coup, totalement déroutant au niveau discursif, parce que même en le réécoutant, en réécoutant ce qui se passe avant dans la conversion et tout ça, cette séquence est vraiment très très troublante. Voilà, parce qu'il y a très peu de contenu énoncé pendant bien une minute. C'est des ouais, c'est pour ça, ouais, c'est d'accord, c'est eux. Et ils ne parlent absolument de rien. Non, mais en même temps, bon, voilà. Donc on est sur des séquences un petit peu transitoires, là, transitionnelles, comme elles sont décrites dans les schémas de conversation. Bon,
on peut essayer on essaye de mettre des fonctions, de voir à quoi comment ça peut fonctionner, mais c'est vraiment des corpus déroutants par certains côtés. Oui, je comprends. Bon, mais écoute, merci beaucoup, vraiment, j'ai appris plein de choses. Vraiment, merci beaucoup pour le contenu aussi riche et de cette super intervention. Merci, Laurent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Moi, je veux bien poser une question. Ouais. Donc, oui, mais merci Laurent ouais, pour la présentation. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de choses. Des fois, moi, je me suis posé des questions au niveau méthodologique. Et finalement, là, quand tu nous présentes des tableaux, des histogrammes, là, c'est pas toujours évident de savoir si on a montré quelque chose et, et de savoir si finalement ce qu'on a montré modélise quelque chose. Hein. Et tu vois, quel est le contenu? Oui. Alors, je sais pas, je pourrais poser des questions sur des trucs précis. Donc, je me suis demandé déjà sur le premier travail avec Pierre Magistri, là, vous n'avez pas de corpus d'évaluation, c'est-à-dire où vous pouvez dire, voilà, on a su retrouver des unités qu'on cherchait. Donc, finalement, comment savoir si vous avez montré quelque chose d'intéressant? Je ne dis pas du tout que ce n'est pas intéressant, hein, mais c'est juste, finalement, comment se convaincre que c'est bien, qu'on a bien trouvé ce qu'on cherchait. Oui, tout à fait. C'est une question tout à fait pertinente. C'est la question qu'on se pose. Donc nous, on est assez contents de nos explorations dans le sens où il nous semble approcher des phénomènes, toucher du doigt des phénomènes qui nous semblent pertinents et on va dire un petit peu s'échapper de ce carcan du token qui n'est pas adapté. Hein, comme je pense qu'il y a des choses. Là, on est sur un corpus anglais, mais pour avoir beaucoup plus fréquenté les corpus français, moi, je continue toujours à être sidéré alors, il faut que je regarde mieux ce que vous avez fait dans le cadre d'Orfeo, parce que je ne connais pas assez bien encore. Mais des séquences comme Ilianaki, où on a pronom relatif, je ne sais quoi, et aucun locuteur ne va considérer cette séquence comme étant ne pourra être analysée comme ça. Donc on a vraiment cette intuition de toucher, alors que ce soit avec cette méthode de segmentation, mais je dirais d'autres méthodes pourraient être intéressantes aussi à examiner. L'idée, c'est d'aller le plus non supervisé possible sur ces questions d'unité. Maintenant, comment on sait que c'est très pertinent? En fait, pour répondre franchement, on ne sait pas encore. On est en train de toujours en train de faire des expériences, soit en downstream, c'est-à-dire en essayant de montrer que ces unités vont avoir un impact positif sur des tâches suivantes dans le pipeline, en quelque sorte, en modifiant les unités de base. Est-ce qu'on arrive à gagner quelque chose en termes d'étiquetage, par exemple, un acte de dialogue ou ce type de tâche? On pense essentiellement à ça, parce qu'il faut une tâche qui soit assez éloignée on va dire qu'il soit assez à la fin du pipeline, parce que sinon, évidemment, c'est difficile. On n'a pas de ressources, on n'a pas de moyens de comparer facilement, on n'a plus les mêmes tokens, donc on ne sait pas trop comment s'évaluer. Donc, en quelque sorte, on est obligé d'aller à l'étape où l'évaluation, elle se fait sur l'ensemble de l'unité, l'ensemble de l'énoncé. Donc, c'est pour ça qu'on avait pensé, notamment étiquetage en acte dialogue. Ça pourrait aussi être... on pourrait aussi s'évaluer sur le côté segmentation, mais ce qui est vraiment la tâche standard sur ce type de jeu de données en ce moment en TAL, c'est quand même beaucoup l'étiquetage en acte de dialogue. Donc, on pensait essayer de faire ça. Alors, ça commence on a commencé à faire ces expériences. On n'a pas de résultats très probants encore, donc je n'ai pas trop développé là-dessus parce que c'est vraiment en cours. Ça, c'est le premier point. L'autre point sur lequel on veut avancer et qui, à mon sens, contribuerait à montrer que ces unités sont pertinentes, c'est tous les travaux autour de la prédiction on va dire, de tout ce qu'il y a autour de utiliser on va dire les cadres des théories de l'information pour prédire quelque chose dans les données produites. En grand corpus, dans ces grands corpus oraux, on a quelques paramètres que l'on peut mesurer facilement, qui sont typiquement la durée des mots. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin en essayant en ayant un alignement
un peu complet, d'aller vers carrément de la réduction phonétique un peu plus riche. Mais on va dire pour commencer déjà d'arriver à voir si la prise en compte de ces unités permet d'améliorer la prédiction, par exemple, des durées de mots. Sachant qu'il y a toute une littérature là-dessus qui existe, hein, côté sur notamment le fait d'utiliser des probabilités conditionnelles pour, pour prédire la variation de la durée des mots en corpus, par exemple. Mais D'accord. effectivement, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Sinon. Oui, non, mais c'était pas. Enfin, en plus, tes réponses m'ont bien convaincu, c'est-à-dire ces deux idées-là de se demander est-ce que ça va améliorer les traitements suivants, ça, je trouve ça très, très bien. Et le fait de le corréler avec d'autres, finalement, d'autres informations que tu peux extraire, comme le débit et tout ça, je trouve ça aussi très bien. Ouais. Oui. Mais là, comme tu nous l'as présenté comme ça, finalement, on se demandait. Oui, oui, non, mais tu as raison. Moi, j'ai deux questions en fait. La première est très simple. Tu disais que ton approche était faiblement supervisée. Ah ouais, Je ne alors. sais plus si c'est le terme faiblement, ou un synonyme en tout cas. Qu'est-ce que tu entends par là en fait? Alors, ici, en fait, j'ai pas parlé de ce qu'on fait en supervision faible, en fait, mais c'est une des pistes pour arriver à lier, on va dire, les travaux grosses données, TAL moderne, etc., avec la linguistique. C'est par exemple pour des tâches de classification, on a fait un petit travail sur le la classification en énoncés non phrastiques, c'est donc, des catégories de différents fragments ne correspondent pas à des énoncés complets en quelque sorte. Ce qu'on a essayé de faire, c'est dans ces approches faiblement supervisées, elles consistent en fait à proposer une heuristique, enfin se baser sur des connaissances expertes de linguistes pour proposer des règles assez simples, une heuristique qui va permettre en quelque sorte de faire un balisage du corpus exhaustif. Le corpus, c'est basé quand même sur des gros corpus, donc tout le corpus va recevoir cet étiquetage qui est pas très profond, on va dire, qui est un peu surfacique, donc des catégories simples. Mais ensuite, on va avoir un tout petit jeu de données qui, lui, va être annoté de manière assez précise. Et en quelque sorte, l'idée, ça va être le modèle faiblement supervisé, ce qu'il va essayer de faire, c'est de combiner de la manière la plus astucieuse possible, en quelque sorte, de la manière la plus pertinente possible, cet ensemble de règles heuristiques assez peu profondes pour optimiser le résultat de classification sur le petit jeu de données à noter, mais qui est vraiment petit, c'est quelques pourcents du jeu de données final. Donc, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est pas apparu. C'est vrai que ça fait partie de ma panoplie de méthodologies que j'ai envie de creuser, mais elle n'était pas dans l'exposé d'aujourd'hui. D'accord. Je pensais qu'il y avait un lien justement sur le fait que vous partiez pas sur des catégories grammaticales Alors, a priori et que d'une certaine façon, vous laissiez un petit peu la segmentation se faire pour ensuite venir a posteriori regarder les résultats. bah, disons qu'il y a ce côté où là c'est vraiment non supervisé. Quand ce que je viens de décrire, il y a quand même une forme de supervision où il y a de la notation malgré tout. C'est juste qu'elle elle est sur un tout petit, elle est soit sur un tout petit, elle est à la fois sur un tout petit jeu de données de manière précise ou de manière assez distante, assez, on va dire, avec des catégories, des structures quand même très surfaciques et qui sont attrapées par des règles relativement simples en quelque sorte. Voilà. D'accord. Merci. Ma deuxième question, c'était, donc moi j'ai bien aimé la présentation de tes visualisations TSNI. Et donc tu as utilisé Word2Vec comme DSM. Donc il y a certains de tes chunks, on va dire, qui sont plutôt de nature lexicale dans ton répertoire, et Mhm. d'autres qui vont être un peu plus discursifs ou grammaticaux. Et est-ce que tu as essayé de regarder un petit peu comment dire, est-ce que tu étais aussi satisfait des items lexicaux que des items discursifs et grammaticaux dans leur distribution? Alors,
moi, ce que j'ai le point négatif, on va dire, pour commencer par ça, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, pour refaire l'historique complet là-dessus, en parallèle, enfin, en plus de faire ces expériences sur des espaces distributionnels, je dirais plus classiques, j'avais aussi essayé de construire des espaces distributionnels à ma sauce, avec vraiment des features vraiment très positionnels et un peu ciblés sur ces expressions multimots plutôt fonctionnelles, discursives, etc. Le fait est que la couverture faisant, etc., les représentations Word2Vec étaient, en tout cas dans les premières explorations qu'on a fait, étaient plus satisfaisantes. On avait des distances qui étaient globalement, intuitivement meilleures. Ceci dit, Word2Vec n'échappe pas complètement à cette dimension thématique qui, moi, me surprend, non. Effectivement, il y a la fenêtre de 2 qui fait qu'on attrape toujours des choses thématiques, mais qui, du coup, dans l'analyse plutôt des aspects distributionnels pour comparer voilà, des marqueurs de discours entre marqueurs de discours ou on va dire classe par classe, cette dimension thématique, elle a tendance à complexifier un petit peu le paysage d'ensemble, parce qu'on va se retrouver avec un I grew up qui va être avec les noms de lieux, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu troublantes, ennuyeuses. Mais une fois ceci étant dit, il y a quand même une bonne cohérence dans l'espace, et c'était une bonne surprise, en fait, dans le sens où la plupart des marqueurs discursifs, de tout ce qui va être au niveau, on va dire un peu toutes ces positions qui vont être plutôt des positions discursives dans la phrase, ils avaient tendance à apparaître dans une zone assez nette. Alors après, on a fait des expériences de clustering un peu systématiques. Et bon, c'est compliqué parce que c'est quand même des choses très bruitées. Donc, quand on commence à faire les clusters, on commence à avoir du bruit un petit peu partout. Mais, mais, mais malgré tout, on avait une assez bonne cohérence, en particulier sur ces marqueurs de discours, sur ces formules de l'oral qui étaient assez bien positionnées et qui se positionnaient au final aux mêmes endroits qu'on pouvait avoir des mots isolés qui formaient des énoncés, des oui, des ouais, des choses comme ça. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez positif. Après, pour tout ce qui était des constructions un peu plus qui commençaient à être intégrées dans la phrase de manière un petit peu plus variée, il y a ça demanderait un examen un peu plus approfondi. Je pense notamment à tout ce que j'avais mis dans les quantités-qualités. Un petit peu là, il y a de la variation dans où ça se distribue, assez nette, parce que je pense qu'il y en a qui ont plutôt tendance à se manifester peut-être en position objet, alors d'autres qui vont être plutôt initiales. Il doit y avoir des choses comme ça qui se jouent, qu'on n'avait pas bien maîtrisé au moment où on avait fait nos catégories un petit peu d'analyse, en quelque sorte. Non, mais je confirme que les visualisations étaient. Enfin voilà, j'étais surpris de voir autant de cohérence dans ces visualisations, sachant qu'avec Word2Vec et ses méthodes assez récentes ont tendance à séparer nettement le lexical du reste. Et dans le reste, on Ouais. est le fonctionnel, le grammatical, le discursif. Et là, je trouvais que ça, justement, ça montrait aussi que votre segmentation en amont était bonne. En fait, c'est pour ça qu'on avait fait l'espace. Nous, on pensait l'utiliser derrière pour faire plutôt pour faire des clusters, des choses comme ça. On n'en est pas encore à ce stade-là, mais on a commencé par utiliser l'espace pour voir déjà si distributionnellement les objets que l'on créait étaient cohérents, en fait, avec des objets qui ne seraient pas fusionnés, mais qui auraient à peu près les mêmes fonctions, en quelque sorte. Et de ce point de vue, c'était pas mal. En fait, on retrouve les problèmes qu'il y a dans ce distributionnel quand il y a un mot qui est fréquent dans deux fonctions très différentes. Je pense à l'anglais write, par exemple. Bon, il ne sait pas où le mettre. Voilà, il le met à un endroit très particulier où on va avoir right comme vraiment marqueur de feedback classique, et on va right left. Donc là, il va vraiment avoir dans son espace simple, il va nous le mettre à un endroit qui correspond pas à grand chose, par exemple. Mais bon, voilà, c'est des ambiguïtés fortes où en plus les deux sens sont très fréquents. Donc on s'attend à devoir faire des analyses peut-être un peu spécifiques sur ces choses
qui sont ambigus, et en plus ambigus entre des sens tous les deux fréquents. Voilà. C'est peut-être là où vous aurez besoin de passer à quelque chose comme BERT, par exemple, qui sont des word embeddings contextuels, parce que là, vous aurez une entrée pour chaque sens. Par exemple, si on prend Ouais, write. ouais. Mais bon, après, c'est... Alors le problème de BERT, c'est qu'on lui, il faudrait le rentraîner sur, pour être conforme à notre philosophie, il faut qu'on le rentraîne sur un corpus qui correspond, quoi, ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Parce que sinon, on va reprojeter l'embeddings du corpus web en quelque sorte, quoi. Ouais. Oui, et puis on retrouve l'idée du biais dont tu parlais au début. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pour ça Merci. qu'on explore un petit peu l'idée de... alors, je suis très ambivalent sur Open Subtitle. D'un côté, on joue avec depuis un moment. Il y a des choses... c'est clair qu'on avait fait des visualisations aussi entre du corpus conversationnel, Open Subtitle et du corpus écrit. Et c'est vrai que c'est très intermédiaire. D'un peu n'importe où qu'on le prenne, c'est un corpus qui est intermédiaire entre les deux genres. Ceci dit, il est très particulier aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment des sous-titres. Il y a des phénomènes qui sont totalement absents. Il y a d'autres biais qui apparaissent. Alors, c'est pas les mêmes, mais Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas la spontanéité, parce que c'est du non, c'est du voilà, scripting. voilà, il y a pas de, mais c'est ça, il n'y a pas de, diffluence. Il y a plein de choses qui disparaissent. Le registre est globalement un peu plus tenu, mais de notre côté, les constructions syntaxiques ressemblent beaucoup plus à celles que l'on a dans la conversation que celles qui viennent de l'écrit. On se retrouve avec au final des constituants assez courts avec beaucoup de voilà de phrases très simples avec et des choses qui se bon voilà il y a des je pense qu'il y a des choses à faire avec. C'est juste qu'on n'a pas réussi encore à se décider jusqu'à quel point on pouvait l'utiliser. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps pour une dernière question, sinon on va conclure. Moi, j'aurais peut-être une question rapide. On m'entend? Oui, oui, vas-y. Est-ce qu'on pourrait revenir à la slide 16? Ouais. Donc, c'était sur le entropy branching. J'avais une question, en fait. C'est une question toute bête. Avant, non ouais, ok. Donc, première expérience, c'était unité de base sur des caractères. Ouais. Du coup, on se retrouvait avec les caractères associés à la morphologie flexionnelle, mais je me disais, eux, ils apparaissent pas à l'oral. Alors, du coup, pourquoi on les a conservés? Parce que si on les conserve, ça en faveur de l'écrit. Ouais, c'est une bonne question. Alors, on a fait, j'aurais dû en parler plus en détail puisqu'on a parlé de cet XP un peu plus. On a fait plusieurs tests. On a fait des tests avec des caractères, et comme on a pour le corpus de français, on a aussi le signal et la transcription alignée sur le phonème et la syllabe. On a aussi fait des expériences à base de syllabes. Donc, on peut se dire, oui, effectivement, une fois qu'on passe à la syllabe, on évite les problèmes peut-être de morphologie flexionnelle. Sauf que, qu'est-ce qu'on retrouve dans les unités qui sortent? On va avoir les problèmes de liaison. Ah oui. En fait, on s'en débarrasse jamais totalement, en quelque sorte. Mais alors, du coup, c'est quoi qui a été conservé pour faire cette expérience? Alors, l'expérience dont je parle après, en fait, elle est basée sur un corpus d'anglais conversationnel qui, lui, et ce sont des transcriptions, en fait. Ce qu'on a, le corpus tel qu'il est à l'origine, vous l'avez là, en fait. Hein, on est parti sur des transcriptions simples, comme ça, voilà, comme le A de ces exemples-là. Et nous, on a juste, en quelque sorte, fait une segmentation en essayant de récupérer les lexicalisations, les grammaticalisations du corpus. En fait, en approximant, on va dire, ces choses-là, disons plutôt. Voilà. Mais l'algorithme d'entropie, de branchement de l'entropie, il jouait sur quelle unité, du coup? Alors, dans le deuxième cas, il jouait sur les tokens. Donc, chaque unité de base, en quelque sorte, on calculait l'entropie après chaque token. Chaque token du corpus de base. En tenant compte de l'espace, donc. Tout à fait, ouais. Ah, mais ça aussi, c'est un biais en faveur de l'écrit.
Oui, je suis d'accord. Simplement, en fait, quand on a fait les expériences sur la lettre avec ça, c'est pas sur le gros corpus anglais, hein, c'est sur le corpus français où on avait, on va dire, accès à plus de données sur ce qu'on pouvait faire. Au final, que l'on prenne la lettre ou que l'on prenne la syllabe, il n'y avait pas on avait à peu près les mêmes phénomènes. Et au final, les unités qui sont construites sont assez pertinentes. Donc ensuite, nous on est parti de l'autre corpus, on s'est dit, en fait, ce qu'on s'est dit, en fait, on reconstruit la plupart des unités, on les reconstruit quand on prend comme unité la lettre ou la syllabe, enfin, j'exagère un peu, mais on reconstruit beaucoup les mots que l'on a sous la main. C'est juste qu'on a tendance à en faire des plus gros. Donc, comme on s'est dit qu'essentiellement, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des unités plus grosses, mais autant simplifier la vie et partir directement sur les unités de base et voir lesquelles fusionnent en quelque sorte. Même si philosophiquement, je suis d'accord que notre point de départ, en fait, c'était de partir plutôt des lettres et des syllabes. C'est juste qu'on a observé que quand on faisait une segmentation à base de lettres ou de syllabes, on ne segmentait pas beaucoup, enfin, on segmentait rarement dans les mots. Donc, on s'est dit, du coup, l'étude suivante qui est là, c'est une étude qui s'affranchit de cette chose-là et qui prend comme unité de base le token, on va dire. Voilà. En quelque sorte, je ne sais pas comment dire, le biais, s'il existe, en fait, c'est un biais qui a tendance plutôt à faire des unités plus grosses plutôt que des unités plus petites. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour le speech qui était très bien. Merci. Bon, je crois que ça va être l'heure de conclure. Merci beaucoup encore une fois, hein, Laurent, c'était passionnant. Et donc, Merci à vous. voilà, un peu frustrant de ne pas se voir en personne parce que là, voilà, on t'aurait invité à déjeuner normalement et puis on aurait pu poursuivre la discussion. Donc, ce sera pour après le confinement.